Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antena. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Ce journal reçoit pour vous Monsieur Nzao Roger, qui est président de l'association d'amitié RD Congo-Tunisie. Avec lui, nous parlerons des activités de cette association et des perspectives d'avenir. Bonsoir, Monsieur Nzao. Bonsoir, Monsieur. Encore une fois, bonsoir, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. C'est enfin confirmé, le procès contre Thomas Lubanga Dilo devant la Cour pénale internationale est annoncé pour le 31 mars 2008. C'est la chambre de première instance de cette institution qui en a ainsi décidé. Lubanga, 46 ans, est accusé d'avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans et de les avoir fait participer à des hostilités. Et puis nous venons de l'apprendre il y a peu que le gouverneur de la province du Sud Kivu, Célestin Chibalonza, a été démis de ses fonctions par l'Assemblée provinciale. Cela fait suite à la motion de défiance votée cet après-midi par les députés provinciaux. La majorité, soit 24 députés, toutes tendances confondues, ont voté pour. Le gouverneur Chibalonza devra donc présenter sa démission au chef de l'État dans les prochaines heures. Il lui a été reproché la mauvaise gestion de la province. Interpellé au Sénat sur base d'une question d'actualité, le ministre de la Justice, Georges Mensai, et l'inspecteur général de la police nationale, John Numbi, n'ont pas convaincu les sénateurs. La Chambre haute du Parlement a condamné pratiquement à l'unanimité la perquisition le week-end dernier de la résidence du sénateur Mongulu Tapangane. Reportage, Eric Izami et Blaise Londa. Ils sont montés sur leurs chevaux à la plénière de ce mercredi 14 novembre, comme lors de l'examen de l'enquête sur l'insécurité à l'Est, pour exprimer toute leur solidarité à leurs collègues Polycarpe Mongulu Tapangane. Les sénateurs n'ont pas été convaincus des explications ni du ministre Georges Mensai de la Justice, ni de John Numbi de la police nationale. La perquisition dont a été victime l'ancien procureur général de la République n'a fait qu'augmenter leurs inquiétudes. Ils en arrivent à dire que la démocratie est finalement en péril. L'on a tendance à banaliser cette affaire, mais lorsqu'elle atteint une autorité au niveau du sommet, protégée par la Constitution, donc les citoyens simples, ils meurent chaque jour, et nous on ne sait rien, on se dit. Ou alors, faire comme le responsable de la police, dire la vérité, avouer l'incapacité, ou alors dire qu'il ne comprend pas lui-même. Il aurait été beaucoup plus honnête, beaucoup plus responsable, que de venir rafistoler une histoire rocambolesque. Après avoir suivi le ministre de la Justice, il n'y a même pas de débat. Nous n'allons pas commencer à faire de l'instruction ici. Il y a une faute grave. Le bureau du Sénat, par son président Léo Kengo Adondo, a promis d'être le porte-parole de tous les élus lors de la rencontre interinstitutionnelle pour rappeler que nul n'est au-dessus de la loi. Évidemment, tous les sénateurs qui ont pris la parole au cours de la séance plénière de ce mercredi 14 novembre ont décrié l'impunité qui persiste en RDC. Ils exigent que les auteurs de la bavure perpétrée en la résidence du sénateur Mongulu soient punis sévèrement pour décourager tous ceux qui violent la constitution de la RDC. Les propos ont été recueillis par Eric Izami et Blaise Londa. Quand Mungoudiak a été gouverneur, il a habité Gombe, mais c'était la résidence officielle tout près du fleuve. Mais va voir Mungoudiak, sa femme est là, sa veuve est là, Madame Nelly. S'il avait quelque chose, Nelly n'allait pas l'abandonner. La preuve que là où il habitait, Madame Mungoudiak a repris et l'a mis ça en valeur. Elle n'allait pas abandonner. Vous voyez la contradiction? Une maison, Mungoudiaka, abandonnée, et un garde est allé là-bas et il y a des armes. Donc c'est faux qu'on laisse Mungoudiaka là-bas en paix. Et ça c'est inventé pour pouvoir justifier la bavure. Nous allons aussi savoir ce qui s'est passé. Bon, sans doute n'avons-nous pas l'exercice du pouvoir exécutif. Nous ferons des recommandations au gouvernement et nous pensons que grâce à notre pouvoir de contrôle sur le gouvernement, nous pourrons
s'il ne satisfait pas à nos demandes, mettre en œuvre cette compétence de contrôle. Ce qu'il y a, nous ne pouvons pas manquer confiance aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement. L'exécutif fera son travail parce que nous en suivrons aussi, on fera le suivi, mais ou sinon on leur fait confiance, ils suivront cela. Nous sommes une institution, le pouvoir est un et indivisible. C'est du ministre et des membres du gouvernement qui viennent ici. La question qui serait intéressante pour moi, c'est de savoir est-ce que la décision prise par le Sénat de désigner une équipe qui doit rédiger des recommandations à l'intention du gouvernement, est-ce que j'en suis satisfait? Et là, je vous dirais, oui, je suis satisfait de cette décision prise par l'Assemblée plénière du Sénat. Du côté de la Chambre basse du Parlement, les débats généraux sur la proposition de loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature se poursuit sans désemparer. Laine Bofando Mbungu nous présente les grandes lignes de ce projet de loi et les principaux points soulevés dans le débat. Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République, chef de l'État, est et demeure l'unique autorité de nomination, de promotion et de révocation de tous les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Cette disposition, comme on le constate, est à la base de la révision de l'article 152 de la Constitution de la République. Mais l'opposition politique ne l'attend pas de cette oreille. Cette idée de dire d'inclure le chef de l'État là-dedans ou le ministre de l'Intérieur, cette idée n'est pas bonne. Elle est à rejeter. Les magistrats sont grands, c'est pour se gérer tout seuls, n'est-ce pas? Donc, nous voulons que l'indépendance de la magistrature soit un fait comme l'a voulu la Constitution. S'agissant de l'adoption de la loi portant statut de l'opposition, et ce, après harmonisation des vues par l'Assemblée nationale et le Sénat, Gilbert Kakoma précise. Selon ces députés de l'opposition, c'est l'applicabilité qui pose problème. Mais ensuite, nous devons faire dans l'opposition notre règlement intérieur. Et à ce règlement intérieur, on doit d'abord savoir qui sera membre. Encore que la loi dit que ce sont les partis politiques et le regroupement politique. Deuxième question qui se posera, comment va-t-on élire le porte-parole? Troisième question qui se posera, son mandat sera de combien de temps? La quatrième question qui pourrait se poser, comment peut-on défaire son mandat? La loi portant statut de l'opposition entre en vigueur après sa promulgation par les chefs de l'État. La situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante et l'attaque du camp de Mugunga, qui abrite un grand nombre de déplacés par des éléments armés, a encore jeté l'huile sur le feu. Au cours du briefing hebdomadaire de la mission onusienne en RDC, le porte-parole de la MONUC a rappelé que l'attaque contre des populations civiles constitue un crime de guerre. Reportage, Patricia Mouli et Jolie Okako. Le secrétaire général de l'ONU est satisfait de la signature du pacte de paix de Nairobi entre la RDC et le Rwanda. Ban Ki-moon réitère son appel aux groupes armés irréguliers présents dans l'est de la RDC de déposer leurs armes. Sur le plan militaire, le lieutenant-colonel Pierre Charéan a présenté le tableau de combat du 13 novembre à Mugunga, à 12 km à l'ouest de Goma. Effectivement, être une attaque des éléments d'Nkunda avec un but tactique de s'emparer des armes, des mortiers lourds ou de l'artillerie qui étaient présentes sur les collines du côté des FRDC. Notre mandat, nous sommes installés en force dans les villes de Saké et de Goma. Le camp de déplacés en lui-même n'a pas été attaqué. La position qui a été attaquée, c'est une position FRDC qui se trouve à 6 km du camp. Et à cause des bruits de tirs les gens ont été effrayés et ont fui la zone, mais aucun élément d'Nkunda n'est rentré dans le camp, puisqu'ils ont été interceptés par les FRDC. Et donc nous avons pris immédiatement des mesures, bien qu'il y ait des patrouilles quotidiennes dans les environs du camp pour la surveillance. Nous avons renforcé à hauteur d'une compagnie la zone, et il n'y a pas eu d'attaque directe envers les populations locales. Notons que la section protection de l'enfant de la MONUC et la police nationale congolaise clôture ce 20 novembre la campagne conjointe de 5 mois sur la protection de l'enfant par la PNC. La campagne a été marquée par plusieurs activités à Kinshasa et dans les autres villes de la RDC. Et puis, selon Radio Okapi, le directeur de la prison de Butembo est aux arrêts depuis mardi matin. Cette arrestation qui fait suite aux résultats des premières enquêtes des autorités locales sur l'attaque de cette prison. La nuit dernière, il est accusé d'avoir collaboré
avec des assaillants suspectés d'être rentrés dans la prison pour tenter sans succès de libérer les détenus accusés dans l'affaire du meurtre de l'homme d'affaires assassiné à son bureau il y a un peu plus de 5 mois. Autre chose, les délégués syndicaux du secteur du commerce sont en formation. Ces délégués syndicaux élus tout récemment sont en formation autour du rôle du syndicaliste face aux impératifs d'un état de droit et de la reconstruction nationale. Ce séminaire permettra à ce syndicaliste de mieux appréhender le problème réel des travailleurs afin de bien engager les négociations. Reportage Guy Blaise Kitiki et Guillaume Zinga. Plus d'une centaine de délégués syndicaux du secteur des commerces récemment élus sont formés sur l'ABC des syndicats. Objectif, leur donner les rudiments nécessaires pour leur exercice, notamment les techniques de négociation, l'élaboration des cahiers des charges. Pour la ministre du Travail, le secteur de commerce devra servir de modèle car il est le plus fréquenté. Le secteur du commerce est celui le plus fréquenté et le plus exploité, doit devenir le chantier modèle en matière d'organisation du travail, de dialogue social et de bon climat des affaires. Le séminaire est le fruit d'un long processus qui vise à créer aussi un cadre légal et permanent du dialogue social entre l'employeur et les travailleurs. Pendant 3 jours, différents orateurs vont succéder autour de plusieurs thèmes qui correspondent aux besoins des formés. La troupe théâtrale Saï Saï a présenté dans sa scénette la situation qui vivent les travailleurs du secteur du commerce. Voilà, comme annoncé en début du journal, sur ce plateau avec moi, M. Roger Nzaou, qui est président de l'association de l'amitié RD Congo-Tunisie. Ce n'est pas en tout cas une chambre de commerce. Non, pas encore. Alors, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que cela, l'association d'amitié RD Congo-Tunisie. Vous pouvez nous présenter brièvement cette association? Oui, bien entendu. En tout cas, merci de me recevoir. Mais avant d'en venir à la philosophie proprement dite de l'association d'amitié RD Congo-Tunisie, je souhaiterais remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le ministre d'État, chargé des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo, parce que, voyez-vous, ce projet, nous l'avons déposé sur le bureau du ministre le 18 juillet dernier, et le 3 août déjà, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous donnait son accord de principe, instruisant même notre ambassade à Tunis de nous ouvrir toutes les portes là-bas pour pouvoir mener à bien ce projet. Alors, pour revenir à la philosophie de l'association proprement dite, vous savez, nous avons pensé l'association comme étant un outil au service de la diplomatie de la République. On en parlera peut-être plus tard. Nous l'avons également pensé comme étant un instrument pour favoriser le dialogue culturel entre les citoyens congolais et les citoyens tunisiens, parce que vous savez que on ne connaît pas toujours très bien la culture de la Tunisie, et les Tunisiens non plus ne connaissent pas très bien la culture congolaise. Si vous demandez par exemple à un Congolais de vous citer un artiste tunisien, mais ce sera très difficile pour ce Congolais de répondre à votre question. Évidemment. Mais pour le Tunisien, ce sera peut-être plus facile, parce que vous le savez peut-être, puisque vous êtes journaliste, qu'en juillet-août dernier, Papa Wemba, qui est la star congolaise qu'on connaît, a participé au festival de Tabarka. Et il a d'ailleurs fait un grand succès là-bas. Donc notre culture commence déjà petit à petit à pénétrer le Maghreb. Voilà, à pénétrer le Maghreb, exactement. Et enfin, nous avons pensé aussi l'association comme devant être un outil servant pour la facilitation des échanges commerciaux entre les opérateurs économiques congolais et leurs homologues tunisiens. Alors justement, les gens peuvent se demander qu'est-ce que la RDC peut tirer de la Tunisie aujourd'hui? Oui, je pense que la RDC peut tirer beaucoup de la Tunisie aujourd'hui, particulièrement dans cette période. Vous savez que le président de la République a défini une feuille de route sous la forme des 5 chantiers. Mais ces 5 chantiers ne s'adressent pas simplement au gouvernement. Ce n'est pas simplement le gouvernement qui doit travailler, mais tous les Congolais doivent véritablement s'impliquer dans la réalisation de cette feuille de route. Et pour ne prendre que l'exemple tunisien, je voudrais vous parler peut-être du secteur du tourisme, qui est un des secteurs les plus dynamiques en Tunisie. Vous savez qu'en Tunisie, la Tunisie accueille chaque année, bon an, mal an, environ 5 millions de touristes. Vous savez, pour un pays qui compte 10 millions d'habitants, recevoir 5 millions de touristes chaque année, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Et vous imaginez la manne que cela représente en termes de devises étrangères. C'est quelque chose de tout à fait important. Et ce secteur du tourisme génère à lui-même 400 000 emplois
dont 100 000 emplois directs. Et c'est encore un secteur qui couvre à concurrence de 60% environ le déficit de la balance commerciale tunisienne. Alors quand vous circulez ici à Kinshasa, moi ça me frappe toujours de voir que nous n'avons pas beaucoup d'établissements hôteliers. Mais la Tunisie, je vous le disais, pour un pays de 10 millions d'habitants, la Tunisie compte 834 hôtels. 834 hôtels pour une capacité totale de 230 000 lits à peu près. Et la plupart de ces hôtels, disons 40 à 50% de ces hôtels, sont des hôtels 4 et 5 étoiles. Donc c'est vous dire que la Tunisie a véritablement dans ce domaine une excellence. Et je pense que véritablement